Il avait réussi une vente absolument phénoménale à l'époque, près de 30 000 francs à Zurich, somme grâce à laquelle il a pu acquérir cette maison, qui a été entièrement évidemment restaurée, transformée, et on a gardé cette salle qui est la salle dite historique, telle que Valette l'habitait avec sa femme Marguerite et ses enfants. On a d'ailleurs dans nos recherches retrouvé un pastel qu'on cherchait depuis très longtemps puis qu'on a retrouvé et qui représente la petite bonne qui travaillait pour la famille Valette et qu'on a mise là simplement parce que si vous regardez, l'ex-voto qu'on voit ici, il est là. Oui, d'accord. Le dressoir, c'est lui. La soupière, elle est là. Et le petit pot de fleurs, il est là. D'accord. Donc on a ce qu'on appelle une mise en abîme, hein, c'est-à-dire une image dans l'image. C'est vraiment un petit témoignage qui montre effectivement que cette salle où vous trouvez, c'était la salle à vivre. Alors il a vécu une quinzaine d'années, surtout les étés. Hein, les hivers étaient un peu trop rigoureux, donc les hivers, il les passait soit à Savièse, soit à Sion, soit à Genève, parce qu'il est genevois d'origine, Édouard Valette. De 1903 à 1931, c'est-à-dire quand même une grande période, Ramu a fait des chroniques d'expositions qu'il a vues, que ce soit d'abord des expositions à Paris, puisqu'il a habité Paris, que Ramu a toujours, au fond, dit « si j'ai des maîtres, c'est chez les peintres ». Ramu n'a jamais reconnu une sorte de paternité dans le monde littéraire. Il a toujours, au fond, admis, être l'héritier de la peinture et d'abord, peut-être avant tout, de Paul Cézanne. Ramu, qui détestait voyager, son premier grand voyage, il l'écrit, hein, il a 18 ans, c'est Lausanne-Genève. Quelle audace! Quelle audace, hein! Mais Ramu a accompli le voyage, le pèlerinage à Aix-en-Provence, sur les traces de Cézanne, en essayant de s'immerger au fond dans les paysages de Paul Cézanne. Et il a écrit un petit texte qui est un texte absolument merveilleux, qui encore aujourd'hui, selon moi, est la meilleure introduction que l'on puisse avoir sur Cézanne. Quand on veut connaître au fond le pain, il faut d'abord commencer par l'exemple de Cézanne. C'est 10 petites pages merveilleusement bien écrites, où il a vraiment, peut-être à mon avis, le premier compris toute la force de la peinture de Cézanne. Pourquoi? Parce que il dit, Cézanne peut peindre 10 fois, 20 fois, 30 fois le même paysage provençal, et notamment la célèbre montagne Sainte-Victoire. Mais à chaque fois, il l'a peint comme éternellement recommencé, comme vu pour la première fois, dans son étrangeté, sans le folklore de Mistral et de Daudet. Et quand Ramu écrit l'exemple de Cézanne, il le dit, je veux être le Cézanne de Lavaux. Hein? Donc il veut s'inspirer, il va parler de Lavaux, il va le décrire sans cesse dans Passage du poète et tant d'autres romans. Le triptyque, derrière vous, présentez 3 portraits. Alors tout d'abord au centre, un tout petit portrait, mais peut-être probablement l'un des meilleurs jamais exécutés, c'est Édouard Valette qui a gravé, donc c'est une eau forte, un Ramu dont on sent déjà qu'il a acquis sa réputation, qu'il sait qui il est, hein, dans cette manière de se poser de dos, en train de condescendre, à tourner la tête vers le spectateur et de lui offrir, au fond, on disait toujours de Ramu qu'il avait un regard d'épervier, hein, ce regard noir, ce regard dur qui le caractérise. Et on a mis au fond de chaque côté 2 portraits, un autoportrait d'Édouard Valette et un autoportrait de Ferdinand Hodler. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Simplement parce que c'est au fond le triptyque des paradoxes. Autant Édouard Valette, par sa peinture, par la force de sa peinture, se rapproche de Cézanne, se rapproche de l'esthétique de Ramu, autant Hodler s'en différencie, et pourtant,
Entre Ramu et Édouard Valette, c'est un rendez-vous manqué, puisque Charles-Ferdinand Ramu consacrera à peine 4 lignes à Édouard Valette de toute sa carrière. En 1937, il l'écrit, la Suisse n'existe pas. Et il ajoute, il n'y a pas de Suisse, il y a des Suisses. Et encore, pour moi, il y a des Vaudois, il y a des Bernois, il y a des Valaisans, il y a des Genevois. La Suisse, c'est une juxtaposition. C'est une confédération, si vous voulez, mais c'est une juxtaposition. Pour moi, la Suisse n'existe pas. Et on s'aperçoit au fond dans ses écrits qu'à son corps défendant, j'allais dire à l'insu de son plein gré, pour reprendre la célèbre expression, il est obligé à un moment donné de reconnaître que Hodler est le plus grand de tous. Il lui rend un hommage extraordinaire en 1918, l'année de sa mort, où il dit il faudrait que nos autorités fédérales reconnaissent qu'un seul tableau de Hodler a plus de répercussions que tous nos ambassadeurs à l'étranger. Sacré hommage, hein. Mais c'est à son corps défendant. D'ailleurs, il ajoute « dommage qu'il soit bernois ». Avec au fond cette idée que l'écriture, c'est celle qui fait exister ou qui fait disparaître le peintre. Un mot suffit au fond à élever un peintre ou à le faire retomber. Les Ramu, on sent très bien dans ses écrits, a ce sentiment de supériorité quand même vis-à-vis des peintres. Et donc, il a des fois un style et une écriture paternaliste, bienveillante. Que de fois j'ai lu à propos de tel et tel peintre, il se tâte, il cherche encore, il n'a pas encore trouvé, ça viendra, se donne de la peine, mais on a l'impression vraiment qu'il fonctionne comme un instituteur. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple, il dit « Je ne pense pas que la sculpture soit propre à notre race. La sculpture n'a strictement rien à voir avec la mentalité helvétique. » Et il ajoute « Quel dommage que le canton du Tessin soit suisse, appartienne à la Suisse, tant ce canton a produit de plâtriers de mauvais goût. » Cette exposition ne pouvait pas se passer de présenter comme une petite galerie, il y en a tellement, de portraits de Ramu exécutés par ses amis, par Alexandre Blanchet par exemple. Vous verrez ce petit sous-vert à droite de René Aubergenois, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais j'attire votre attention d'abord sur vraiment une trouvaille qu'on a dénichée sous un escalier de la famille, la descendance de Ramu à Bohécourt. C'est un portrait de Ramu jeune, peint par Madame Saint-Grillat, donc la mère d'Alexandre et Charles-Albert Saint-Grillat, l'un qui va devenir écrivain, l'autre peintre. C'est intéressant parce que d'abord on a très peu d'images de Ramu jeune. Et vous pouvez constater qu'il était beau, hein. C'est un dandy, bel homme. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ce portrait correspond au fond au Ramu tel qu'il devait être quand pour la première fois il vient en Valais à l'invitation de son ami Albert Muret à Lens, donc sur l'Adret, là on est sur Lubac, hein, et qu'il fait la connaissance de la domestique d'Albert Muret, une certaine Ludivine Bonvin, dont il va tomber éperdument amoureux. Il va y avoir une histoire d'amour d'ailleurs très très forte, puisque Ramu ira même jusqu'à lui dire épouse-moi et je suis prêt à renoncer. Alors qu'on sait que Ramu, depuis la tendre enfance, a dit qu'il serait écrivain. Hein, il le raconte très bien, il dit, mais il n'avait pas 10-12 ans. C'est un jour son instituteur qui lui dit que sa copie elle est magnifique, qui dit qu'il sera écrivain. Et pour Ludivine, il est prêt à renoncer, donc à endosser, je ne sais pas moi, la vie de vacher ou de berger, en tout cas de montagnard. Alors ça, c'est deux points de sèche réalisés par un artiste contemporain, c'est Guillaume Berson, peintre artiste fribourgeois, qui a exposé l'année passée, ici à Vercorin,
une exposition qui tournait autour de d'Herborance de Ramus, et c'est là qu'il a au fond fait approfondi ses connaissances sur Ramus. Ça l'a beaucoup marqué, et donc il a réalisé ces deux portraits tout à fait étonnants, un peu à la manière noire qui caractérise la peinture de Guy Auberson. Et j'attire votre attention pour finir sur le petit sous-vert d'Aubergenois. Vous passerez peut-être après pour le regarder, simplement parce qu'il est à lui seul, pour moi, il symbolise parfaitement la peinture d'Aubergenois. Quand vous le verrez, ce petit sous-vert, vous serez probablement étonné, parce que Ramus a une tronche de cake. Au fond, si je vous dis fermez les yeux, pensez à Ramus, vous allez avoir l'image les célèbres photographies que vous avez dans tous les ouvrages, ou les bustes taillés par Casimir Raymond ou autres, une belle image d'un homme avec son regard, ou bien le portrait qu'on a vu en bas. Puis là, il a une tronche, on a l'impression qu'il a pris une cuite. C'est une tête qui dérange. Alors on va continuer. Alors je précise que le visiteur lambda, quand il vient, il reçoit une espèce de petit dépliant où pour chaque tableau, à chaque fois que ça a été possible, on a le texte de Ramus, le texte que Ramus, au fond, dédie à ce tableau. Alors par exemple, ce tableau-là, que Ramus aimait énormément, il le couvre d'éloges, ce tableau, s'étonnant au fond de ce que, là encore, la réception de cette toile a été très très mauvaise. Évidemment, elle a les hanches un peu larges, le mollet n'est pas fini, la tête, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop petite, est-ce qu'elle a une attitude un peu gauche, qui ne correspond pas à quoi? À ce néoclassicisme qui a tellement marqué les esprits au 19e, où on calculait les proportions de la phalange par rapport au doigt, du doigt par rapport à la main, de la main par rapport à l'avant-bras, et j'en passe. Et on fabriquait quoi? On fabriquait des nus tellement parfaits qu'ils n'existent pas. On a tous nos petits défauts, moi en premier. On a un nez qui que quoi, donc on est tous comme ça, mais c'est ce qui fait qu'on est unique et puis qu'on est beau. Donc voilà, c'est ce que Ramus dit à propos de ce tableau, c'est-à-dire qu'il nous ressemble, alors que la Sappho d'Henri Regnault ou le Dalisque d'Ingres, ça n'existe pas. C'est un tableau qui ne semble pas encore terminé, qui quelque part donne l'impression d'encore s'agglomérer, de se finir. Si vous regardez les célèbres natures mortes de Cézanne, lorsque l'arête de la table est coupée par un compotier, l'arête réapparaît, mais pas à la même hauteur. Il y a un décalage. Comme si, il faudrait juste, comme si le tableau était encore en train de, non pas le produit fini léché, mais quelque chose qui existe, qui vit, de René Aubergenois. Puis on n'arrêtait pas de demander à Maître Shiba, mais c'est quoi le secret de l'aïkido? Puis toute sa vie, il a expliqué. Puis à la fin de sa vie, quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est que l'aïkido, il a dit c'est la feuille d'automne qui tombe dans la rivière et qui s'en sort. Tant que la feuille suit le cours de l'eau, suit le mouvement, elle risque au fond de survivre. Si elle essayait au contraire de remonter le cours, elle se déchiqueterait. Voilà, quand on arrive au fond à résumer au fond tout un art, toute une vie d'une formule, d'une simplification, quelque chose d'élémentaire comme ça, pour moi c'est le summum de la sagesse. Je vous propose de passer dans la salle là, en face. Vous avez d'abord derrière vous deux très beaux tableaux d'Alfred Dreyfus qui représentent à droite une scène automnale à Savièse, où véritablement le vieil homme et l'automne sont évidemment associés. Donc c'est à la fois une portée symbolique et en même temps une représentation tout à fait réaliste. Et à gauche, probablement la même maison à Savièse, mais avec cette fois l'été, une Saviésane qui puise de l'eau à la fontaine. Derrière vous, maintenant, vous avez le solitaire, ce tableau d'Abraham Hermanja,
très beau tableau aussi, hein, avec des couleurs, j'allais dire, rodlériennes, hein, et surtout un sapin qui, là encore, a une dimension symbolique. Hein. Foudroyé, cassé, brisé, c'est toute l'histoire d'une vie, ça devient au fond une symbolique. Et d'abord, Ramu, tout ce qui est symbolique, ça lui fait horreur. Donc, quelque part, il a, pour Reyfus, comme pour Hermanja, des propos, comme je vous ai dit tout à l'heure, de paternalisme bienveillant. Ce sont des peintres qui tâtonnent, c'est des petits peintres. Espérons qu'un jour ils trouveront. Quand Vallotton peint la scène, Ramu a beaucoup d'admiration pour Vallotton. Il le félicite parce que, dit-il, Vallotton aurait pu, et il ne l'a pas fait, aurait pu chercher à plaire. Mais il n'a jamais cherché à plaire. Il ajoute: il faudrait néanmoins que Félix Vallotton parvienne un jour à se départir, à abandonner, à renoncer à cette froideur qui caractérise ces tableaux. Et pour l'instant, il n'y arrive toujours pas. Et on est tenté de dire heureusement, parce que ce qui a fait la fortune de Félix Vallotton, c'est ça. C'est ce malaise permanent qu'il donne dans ses tableaux. Est-ce que le nu n'est pas si beau que ça? L'eau, est-ce que vous auriez envie de vous baigner dans cette eau qui se paraît glacée? Le fond est désespérant. Voilà. C'est un peu la caractéristique, c'est toujours une espèce de malaise. Suzanne et les vieillards, c'est pas comme ça qu'on... Et au fond, cette distanciation que Vallotton imprime dans ses tableaux, Ramu ne l'a pas comprise, ou en tout cas ne l'aimait pas. Pour moi, on ne peut pas mieux résumer Vallotton. Aura de l'écrivain, à l'époque, il ne faut pas oublier, Paul Budry, Fosca, Ramu sont véritablement ceux qui font la pluie et le beau temps de la peinture romande. Et c'est assez dommage. Tout comme ce tableau, voilà, Édouard Valette, Le Jardin en mai, qui est une œuvre que Valette exécute avant son séjour en Valais, où il va complètement changer de tonalité. Hein. Tandis qu'ici, on a quelque chose qui se rapproche bien plus du plénérisme impressionniste. Et c'est le seul tableau que Ramu commande, donc il a passé à côté de toute la production de Valette en Valais, qui est quand même la plus célèbre. Je rappelle que Édouard Valette est considéré comme l'un des peintres suisses les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Il le trouve, et ça, si j'étais le peintre, ça m'énerverait beaucoup, il le trouve joli. Il le trouve joli et il ajoute que Édouard Valette a d'autant plus de mérite qu'il connaît ses limites. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais c'est peut-être en ayant lu « Il connaît ses limites » que Valette a décidé de devenir peut-être le grand peintre qu'il est. Hein. Vous savez, mon instituteur, il avait dit à ma mère que je n'étais pas fait pour les études. Et ma mère, elle est revenue à la maison avec moi, elle me tenait comme ça. Bah, tu vas lui montrer que tu es capable de faire des études. Hein. Ouais. Des fois, il suffit de ça. Hein. Qu'il s'agit ici d'un tableau d'Albert Muret, qui est l'ami de toujours de Ramu, chez qui il allait quand il venait en Valais. Et puis lorsque Albert Muret quitte le Valais pour s'installer à Lavaux, Ramu, qui est à Cuilly, évidemment, se voir très régulièrement. Eh bien, Ramu n'a jamais écrit une ligne sur la peinture d'Albert Muret. Pourtant, ce tableau qui est d'Albert Muret, qui représente le village de Lens, avec l'église Saint-Pierre-aux-Liens, ce tableau appartenait à Charles-Ferdinand Ramu. Donc Ramu savait que Muret était un peintre et il ne lui a jamais écrit. Et on pense que, enfin c'est ma théorie, en regardant la correspondance, quand Ramu écrit à Aubergenois, il parle de Dieu, il parle de peinture, il parle de musée, il parle de choses spirituelles, de la mort. Et quand Ramu et Muret se parlent, Ramu parle de son mal de dos, de l'inconfort des bus valaisans, des impayés, des dettes. Voilà, j'ai l'impression qu'il avait compartimenté. Aubergenois, c'est le peintre. Muret, ouais, c'est le dilettante, c'est le peintre dilettante. C'est surtout un chasseur. Et c'était surtout un gastronome et un fin cuisinier. Il a écrit un livre de recettes de cuisine, cuisine à l'ancienne, hein, je veux dire, mais très bonne. Hein, et surtout, il adorait la chasse. Hein, il préférait presque poser ses pinceaux pour prendre son fusil. Hein. Or, quand on regarde ce chef-d'œuvre,
qui est un tableau absolument extraordinaire, qui représente précisément Ludivine, même si, quand vous regardez cette magnifique Saviésane, qui baisse la tête, avec toute cette pudeur qui peut caractériser... Vous savez, les Saviésanes, elles étaient un peu surprises de ces peintres qui voulaient les portraiturer. C'était quelque chose de tout à fait surprenant. D'autant plus que des fois, les peintres leur demandaient de s'habiller en costume de fête pour faire les travaux de la semaine. Elles disaient, mais vous êtes fous, nous on a le costume de travail la semaine, et puis il y a le costume de la messe, puis il y a la fête Dieu, d'accord. Mais évidemment, pour rendre les choses plus belles, on leur demandait d'enfiler le maillot, le costume de fête. Mais j'aime beaucoup. Et là, on peut incontestablement sentir qu'il y a quelque chose qui nous rapproche d'Édouard Valette, ici. Mais c'était plus d'une communion. Et ici, vous avez la petite chapelle de Rio, au pied du Mont de Long, et c'est là que Marguerite et Édouard se sont mariés. Et ils ont même séjourné à Rio. Alors, Marguerite, malheureusement, elle décède extrêmement jeune, à 30 ans. Donc sa production picturale reste assez ténue, mais dans 2 ans, je vais monter une expo entièrement dédiée à Marguerite Vallet-Giard, qui le mérite véritablement, parce que j'ai déjà vu 2 ou 3 des tableaux, c'est vraiment une artiste à part entière. Et comme nous sommes à la Fondation Édouard Valette, il était impensable de ne pas quand même proposer 3 tableaux d'Édouard Valette, sur lesquels, malheureusement, Ramu n'a jamais fait le moindre commentaire. Voici l'église de Vercorin, traitée de manière un peu comme la tour de Pise, hein, c'est tout à fait étonnant. Le sommet du clocher qui n'est pas visible, et ça c'est caractéristique d'Édouard Valette, qui disait d'ailleurs, si vous montez cette croix au vent, le tableau tombe. C'est d'équilibre qui fait contrepoids. Ici, une scène dans le cimetière d'Hérémence, hein, le tableau s'appelle Au cimetière, ça a beaucoup frappé Édouard Valette. Valette il a peint maintes fois la mort, hein, le thème de la mort, du recueillement et surtout de l'acceptation. Ça se passe au fond dans une dignité, dans tous les tableaux ou les gravures de Valette, la mort est toujours traitée de manière extrêmement digne, comme si c'était finalement un passage de la vie, la mort. L'année de naissance de sa première fille, c'est l'année où il exécute l'enfant mort. Désolé, on y va. Voici l'un des tout derniers tableaux d'Édouard Valette, en 1928. C'est la ville de Sion. Aujourd'hui, on dirait le vieux Sion. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous regardez la partie supérieure avec ses fumées, c'est presque un Audelaire. Et notre rêve, ce serait évidemment un jour une exposition Valette-Audelaire, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Et je terminerai avec ce tableau d'Edmond Bille, neuchâtelois d'origine, qui s'est installé à Chandelin, donc dans le Val d'Anivier aussi. C'est un tableau qui s'appelle Le Vainqueur. Et Ramu commence là aussi par dire tout le bien qu'il pense de ce tableau au niveau de la composition, du traitement en perspective du cheval qui est parfait, etc. Mais en même temps, tout de suite, il sent l'influence germanique. Et effectivement, Bille a subi une influence de la peinture et de la culture germanique. Et surtout, il dit, ce que j'aime pas, c'est le côté romanesque. Qu'est-ce qu'il faut entendre par romanesque? C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant ce tableau qui s'appelle Le Vainqueur, vous vous dites, vainqueur de quoi? Quelle bataille? C'est qui? On dirait Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est un homme? C'est une femme? Pourquoi il se recueille? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes en train d'insérer ce que Cézanne appelait la littérature dans la peinture. Il détestait ça chez Vallotton d'ailleurs. Vallotton, un tableau de Vallotton, vous avez toujours envie de raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur caché sous la porte là, en train de reluquer cette femme? Qu'est-ce qui se trame? Il y a toujours une narration et ça, voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Merci.